Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des causeries de l'histoire consacrée aux États-Unis et à Cuba, la genèse d'un conflit. Nous avons dans la première partie abordé les premières grandes phases du 19e siècle consacrées à cette phase du conflit entre les États-Unis et Cuba. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'avènement de la révolution cubaine. Et nous retrouvons donc Salim Lamrani, maître de conférence en histoire, maître de conférence spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine, qui nous a dressé tout un panorama chronologique de cette histoire cubaine qui, pour beaucoup d'entre nous, est inconnue. Et donc nous avons laissé cette histoire dans la première partie, au moment où Fidel Castro s'exile au Mexique, où il rencontrera Che Guevara, et puis qui sera le début de cette guerre insurrectionnelle qui mènera à la révolution cubaine. Alors bonjour Salim Lamrani. Bonjour Christophe Porlier. Alors je rappelle que vous êtes maître de conférence, donc spécialisé sur ce sujet, et donc nous allons donc poursuivre cette histoire. Alors Fidel Castro arrive au Mexique, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il devient? Parce qu'il disparaît du paysage cubain. Lorsqu'il sort de prison, il essaye de lutter en respectant les règles présentes dans ce système autoritaire. Il se rend compte rapidement que les voies politiques sont toutes fermées. Il décide donc de créer un mouvement qui s'appellera le mouvement 26 juillet, en référence à l'attaque de la caserne Moncada le 26 juillet 1953, et de s'exiler au Mexique, dans le but de mener une guerre insurrectionnelle. Il arrive à la conclusion que la seule voie pour renverser la dictature de Fulgencio Batista est la voie des armes. Il s'exile donc au Mexique en 1955, où il fait la rencontre d'un jeune révolutionnaire argentin qui avait vécu au Guatemala un an auparavant et qui avait assisté au coup d'État militaire orchestré par la CIA contre le gouvernement démocratiquement élu de Jacobo Arbenz. Il rencontre donc ce jeune médecin argentin, il discute pendant toute une nuit dans la maison d'une dame mexicaine qui les avait accueillis, Maria Antonia, et à l'aube, le Che décide d'intégrer le mouvement révolutionnaire cubain en tant que médecin. Des préparatifs durent à peu près une année, et avec l'aide notamment d'un général républicain espagnol, Alberto Bayo. Alors pour l'histoire, Alberto Bayo était né à Cuba, et Fidel Castro, lorsqu'il l'a rencontré, lui avait dit, c'est ce que raconte Alberto Bayo dans ses mémoires, en tant que Cubain, vous avez le devoir inexcusable de nous aider, de nous former militairement. Inexcusable dans le sens où vous ne pouvez pas faillir à ce devoir. Et ça avait marqué ce général vétéran qui voyait un jeune de 26-27 ans lui parler de la sorte. Il a donc formé les Cubains qui étaient le groupe de Cubains exilés, parmi lesquels se trouvaient Raúl Castro, Juan Almeida et d'autres qui deviendraient des figures éminentes de la révolution cubaine. Après ces préparatifs, donc, il décide le 25 novembre 1956 de voyager, de lancer l'opération insurrectionnelle à partir du port de Tuxpan au Mexique et de se rendre à Cuba. La traversée qui devait durer 5 jours dure 7 jours en raison des conditions climatiques mauvaises. Et finalement, il débarque sur la Playa de las Coloradas, dans la partie orientale de l'île, où ils sont surpris par l'aviation de Batista. Les 81 personnes qui intégraient ce mouvement sont dispersées et ils arrivent finalement à se réunir dans la Sierra Maestra, donc ces massifs montagneux de la province orientale de l'île, et de lancer cette guerre irrégulière, la guerre de guérilla. Excusez-moi, mais Oui. ce sont donc 81 personnes qui prennent la mer depuis le Mexique pour mener cette opération révolutionnaire de guerre insurrectionnelle vers Cuba. C'est ça, à bord d'une embarcation modeste qui portait le nom de Granma,
Alors Granma aujourd'hui, c'est le titre officiel du principal journal de l'île, hein, en hommage à cette expédition. Et est-ce qu'on a une idée d'un peu du profil des personnes qui étaient dans ce groupe de 80 personnes? Est-ce que c'était des Cubains? Est-ce que c'était des révolutionnaires sud-américains qui avaient rejoint le mouvement? L'immense majorité était des Cubains. À deux exceptions, il y avait un Italien et un Argentin, le Che Guevara. Il y avait un Italien, Gino Donné, et un Argentin, le Che Guevara. Ils débarquent donc à Cuba et ils lancent cette guerre de guérilla qui durerait 25 mois. Qu'ont fait les États-Unis durant toute la période insurrectionnelle? Alors là, ils avaient également trois possibilités. Soutenir le régime de Fulgencio Batista, maintenir une position de neutralité ou soutenir le mouvement insurrectionnel. Qu'ont-ils fait? Ils ont résolument soutenu Batista politiquement et militairement jusqu'aux ultimes instants de la guerre insurrectionnelle. C'est pour ça que pour comprendre le conflit qui oppose les États-Unis à Cuba, le cadre de la guerre froide est insuffisant. Il est, je dirais même, sans fondement. Les États-Unis, une semaine avant l'avènement de la révolution cubaine, avant le triomphe révolutionnaire, alors la guerre de guérilla dure 25 mois dans les montagnes de la Sierra Maestra, l'armée de Batista est défaite sur le terrain militaire, et quelques jours avant l'avènement de la révolution cubaine, avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro et la fuite de Fulgencio Batista, le 23 décembre 1958, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale aux États-Unis, Alan Dulles, directeur de la CIA, dit textuellement « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». Mais il était trop tard. Une semaine plus tard, avènement d'une nouvelle ère pour Cuba, arrivée au pouvoir des fameux barbus et instauration d'une véritable ère d'indépendance. Parce qu'il faut souligner que la principale conquête de la révolution cubaine, c'est l'accession à la souveraineté pleine et totale, avec un soutien majoritaire massif de toute la population. Les États-Unis, dès les premiers instants, ont fait preuve d'une hostilité vis-à-vis du gouvernement révolutionnaire. Il est intéressant de noter que la rhétorique diplomatique utilisée par les États-Unis pour justifier l'hostilité vis-à-vis de Cuba a fluctué au fil des ans. Lorsqu'en 1960, l'administration Eisenhower décide d'imposer les premières sanctions économiques, elle explique que c'est en raison du processus de nationalisation et d'expropriation entrepris par le gouvernement dirigé par Manuel Urrutia. Parce qu'il convient de dire que le premier président de la Cuba révolutionnaire était un juge, Manuel Urrutia. La principale mesure d'envergure prise par le gouvernement révolutionnaire a été la réforme agraire, qui a exproprié les multinationales états-uniennes, mais également européennes. Elle n'a pas été discriminatoire. Les États-Unis ont été principalement affectés parce qu'ils possédaient les meilleures terres de l'île. Je rappelle qu'il s'agit non pas d'une confiscation, mais d'une expropriation qui donnait droit à une indemnisation. Selon le droit international public, tout État a le droit, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, d'exproprier une propriété privée en donnant droit à une indemnisation. Les Cubains ont proposé une indemnisation aux États-Unis, mais celle-ci se basait bien entendu sur les déclarations fiscales des multinationales états-uniennes. Or, celle-ci était notoirement sous-évaluée, à peine 20% de la valeur, pour des raisons fiscales évidentes. Ils souhaitaient éviter de payer leurs obligations tributaires. Donc les États-Unis ont exigé des Cubains une compensation immédiate, juste et effective. Immédiate, ça voulait dire payer dès le moment de l'expropriation. Juste voulait dire au prix
que voulaient les États-Unis, et effectif voulait dire en dollars. Il faut savoir que les États-Unis ont exprimé leur hostilité vis-à-vis du nouveau pouvoir dès les premiers instants, les premiers jours de 1959, en ouvrant leurs portes aux héritiers de l'Ancien Régime, y compris aux bourreaux, aux tortionnaires et à l'élite qui avait pillé les réserves du Trésor, de la Banque nationale. Il faut savoir qu'en quittant Cuba aux premières heures de 1959, l'ancien pouvoir a vidé les coffres de la Banque nationale. Des réserves d'or, exactement, de devises. Un total de 424 millions de dollars que les Cubains n'ont jamais pu récupérer. Alors les Cubains ont signalé aux États-Unis qu'ils étaient disposés à offrir, même si le droit international leur donnait la prérogative de décider des conditions d'indemnisation, ils étaient disposés à accélérer cette indemnisation à condition que les États-Unis rapatrient les richesses pillées par l'élite qui avait fui l'île à l'avènement de la révolution cubaine. Les États-Unis s'y sont résolument opposés. Ensuite, lorsque l'administration Eisenhower prend la décision dès mars 1960 de renverser le gouvernement de Fidel Castro. À l'époque, il n'y avait pas d'alliance avec l'Union soviétique. Le principal danger représenté par Cuba, c'était le danger du bon exemple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cuba a été une colonie espagnole jusqu'en 1898. Ensuite, Cuba a été une néocolonie états-unienne jusqu'en 1934 et l'abrogation de l'amendement Platt. Une république sous influence jusqu'en 1958. Un pays de 6 millions d'habitants aux ressources extrêmement limitées qui avait mis en place, adopté la réforme agraire la plus radicale du continent. Et c'était un dangereux précédent pour les États-Unis. Pas tant pour les pertes occasionnées par cette réforme agraire. Les intérêts financiers états-uniens s'élevaient à peu près à 800 millions de dollars. C'était une somme substantielle, mais une économie comme celle des États-Unis pouvait parfaitement digérer ces nationalisations. Le danger, c'était que d'autres pays d'Amérique latine, confrontés aux mêmes réalités socio-économiques, suivent l'exemple de Cuba et remettent en cause l'hégémonie des États-Unis sur le continent. Tel était le véritable danger représenté par Cuba, et tel est encore le véritable danger représenté par Cuba aujourd'hui, qui explique la permanence de cette hostilité et des sanctions économiques, mais on pourra en dire un mot plus tard. Alors, est-ce que, petit retour en arrière, malgré tout, parce que j'ai quand même une question sur cette révolution cubaine, c'est-à-dire qu'on a ces 81 personnes qui arrivent à mener une guerre insurrectionnelle. Est-ce qu'il y avait derrière un soutien d'autres États? Comment est-ce qu'ils ont été armés? Comment ont-ils trouvé les moyens pour mener finalement une opération de guerre insurrectionnelle qui arrive au succès? C'est-à-dire que la révolution aboutit. Il y a eu, un soutien majoritaire de la population cubaine. Il y a eu différents mouvements lors de la guerre insurrectionnelle. Le principal était celui mené par Fidel Castro, le mouvement 26 juillet, mais il y avait également le directoire révolutionnaire composé des étudiants. Il y avait le second front de l'Escambray, et les armes étaient obtenues par les exilés cubains ou la communauté cubaine des États-Unis qui envoyait de temps en temps des armes, et surtout les guérilleros s'armaient avec les prises faites à l'ennemi. Ils avaient un grand avantage, c'était d'avoir imposé les conditions du combat. Une guerre asymétrique, où un tank ne sert à rien dans les montagnes. Donc du coup, et surtout, ils avaient la maîtrise du terrain et le soutien de la population. C'est ça. C'est ce qui a fait qu'au moment de l'offensive finale lancée par Fulgencio Batista en juillet-août 1958, où il a envoyé 10 000 hommes dans la Sierra Maestra, ces 10 000 hommes n'ont pas réussi à vaincre les guérilleros qui étaient au maximum 300. Parce que dans une guerre asymétrique, ce n'est pas le camp le plus nombreux qui remporte la victoire, mais c'est celui qui dispose de la maîtrise du terrain et du soutien de la population. Les États-Unis ont soutenu militairement Batista. C'est ça, oui.
il y a eu un embargo sur les armes voté par le Congrès des États-Unis en mars 1958 que l'administration Eisenhower n'a jamais respecté. Elle a continué à fournir des armes à Batista jusqu'aux ultimes instants. Et l'avènement de la révolution cubaine, la chute de la dictature de Fulgencio Batista a été engendrée par la défaite militaire dans les montagnes de la Sierra Maestra. Voilà, donc Fidel Castro n'a pas été le premier président, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. À quel moment est-ce qu'il arrive au pouvoir? En 1959, lorsque le gouvernement révolutionnaire, le premier gouvernement révolutionnaire est formé, il est composé de membres éminents de la bourgeoisie. Le président est Manuel Urrutia, un éminent juge. Le premier ministre est José Miro Cardona, c'est un avocat. Fidel Castro n'est que chef des forces armées. D'accord. Rapidement, il n'y avait aucun communiste au sein du gouvernement. D'ailleurs, l'une des premières déclarations est faite par les services de renseignement états-uniens, l'une des premières études faites par leurs services, a consisté à souligner l'absence de communistes, ce qui a amené le gouvernement d'Eisenhower à reconnaître les autorités cubaines dès le 7 janvier 1959. Rapidement, il va y avoir une divergence entre cette faction bourgeoise du premier gouvernement et les éléments les plus révolutionnaires. José Miro Cardona va démissionner au bout de 2 mois pour des raisons évidentes. C'était un bourgeois qui n'était pas prêt à accepter une révolution radicale. Donc Fidel Castro devient Premier ministre en février 1959, mais ne deviendrait président de la République qu'en décembre 1976. Donc bien plusieurs décennies. On pourra en dire un mot tout à fait. Un peu plus tard. Alors, dans le déroulé, donc là, c'est vrai que pour les États-Unis, il n'est pas question de laisser un précédent d'insoumission. Comment est-ce que les choses se déroulent ensuite, notamment? Alors, c'est vrai qu'il y a le Cuba qui décide aussi d'acquérir des armes, enfin de s'autonomiser, et il se tourne plutôt vers l'Est. En 1959, le principal objectif du nouveau gouvernement est de maintenir des relations cordiales avec les États-Unis. Néanmoins, les nouvelles autorités aspiraient à des relations moins asymétriques, plus égalitaires, plus conformes à ce que stipule la législation internationale, c'est-à-dire une égalité souveraine, une réciprocité et une non-ingérence surtout dans les affaires internes. Les États-Unis ne pouvaient pas concevoir de relations, et ne peuvent d'ailleurs toujours pas concevoir de relations égalitaires avec les pays du sous-continent. Les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur arrière-cour et en avaient un contrôle. Face à l'hostilité des États-Unis, le gouvernement cubain se tourne vers l'Europe occidentale. Il faut savoir que dès les premiers mois de 1959, les exilés cubains menaient des missions clandestines dans l'île et une campagne terroriste. Des avions décollés de la Floride pour bombarder les champs de canne à sucre, etc. Face à cette réalité, le gouvernement cubain souhaitait renforcer sa défense. Il a d'abord sollicité les États-Unis pour acquérir des armes. Les États-Unis ont opposé un refus. La Havane s'est ensuite tournée vers l'Europe occidentale. Londres, dans un premier temps, a accepté de vendre des armes, mais suite aux pressions exercées par Washington, elle a décidé de refuser de vendre des armes. Cuba s'est tourné vers un autre pays européen, un peu plus courageux que les autres, la Belgique. La Belgique a résisté aux pressions et a décidé de vendre des armes à Cuba. Mais lorsque la cargaison d'armes arrive au port de la Havane le 4 mars 1960, une mystérieuse explosion survient et fait plus d'une centaine de victimes, dont des marins français, parce que le bateau qui a transporté les armes était un bateau français. Derrière, bien entendu, le gouvernement de la Havane n'avait aucun doute sur l'auteur matériel et intellectuel de cet attentat, les États-Unis. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Cuba, Wayne Smith, qui a été de 79 à 82 ambassadeur des États-Unis, a souligné qui était à l'époque conseiller politique à l'ambassade des États-Unis à Cuba, a
lorsqu'il a évoqué l'histoire de la Cubre, la fameuse explosion de la Cubre, il a souligné que, il a dit la chose suivante, on pourrait nier notre participation, mais personne ne nous croirait. Donc, que font les États-Unis, que font les Cubains, ils décident de se tourner vers la seule porte de sortie qu'ils avaient, l'Est, et décident de tisser une alliance stratégique, mais une alliance de circonstances avec l'Union soviétique. Il faut savoir que les États-Unis ont tout fait pour pousser Cuba vers l'Union soviétique. Alan Dulles, directeur de la CIA, dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale en 1960, au fil du temps, Cuba se rapprochera de l'Union soviétique et cela sera un développement favorable pour nous. C'est quand même curieux. Pour quelle raison Alan Dulles émet une telle affirmation? Tout simplement parce qu'une alliance avec l'Union soviétique donnerait aux États-Unis le prétexte pour adopter une politique plus agressive. Les États-Unis ne pouvaient à l'évidence pas justifier leur hostilité vis-à-vis de Cuba en raison des nationalisations, parce que tout simplement c'était un droit souverain de Cuba, et surtout ça répondait aux intérêts fondamentaux de la nation. En revanche, si Cuba devient un allié de l'Union soviétique, le danger serait plus évident pour le reste de l'Amérique latine et on pourrait justifier des mesures plus coercitives. C'est d'ailleurs ce que va faire le président Kennedy le 7 février 1962 lorsqu'il décide d'adopter des sanctions économiques totales. En juillet 60, le président Eisenhower impose les premières mesures de rétorsion économique, suppression du quota sucrier, 700 000 tonnes. Il faut savoir que le principal marché de Cuba, historiquement, ont été les États-Unis. Cuba exportait 70% de sa production vers les États-Unis et importait 70% de sa consommation des États-Unis. Dépendance quasi totale. Principale production, 80% des exportations cubaines, c'était le sucre. Donc Eisenhower décide d'imposer cet embargo sur le sucre, dans le but d'étouffer économiquement le pays. Mais l'Union soviétique se présente et décide de tisser un partenariat commercial. Et donc lorsque Kennedy impose ces sanctions, il justifie les sanctions totales en raison de l'alliance avec l'Union soviétique. Donc il ne s'agissait plus des nationalisations, mais de l'alliance avec l'Union soviétique. On va voir qu'au fil du temps, les différentes administrations vont évoquer une autre argumentation pour justifier la permanence de cette hostilité. Dans les années 70-80, Washington va expliquer le maintien de mesures coercitives contre Cuba en raison du soutien apporté par la Havane au mouvement révolutionnaire et indépendantiste en Amérique latine et en Afrique notamment. Il faut savoir que les Cubains ont joué un rôle décisif dans la chute de l'apartheid. En 1975, indépendance de l'Angola, invasion de l'Angola par l'Afrique du Sud, l'Angola demande l'aide des Cubains et les Cubains apportent une contribution qui est décisive dans la chute du régime de l'apartheid. C'est pour cela d'ailleurs que le premier voyage de Nelson Mandela hors d'Afrique a été la Havane. Ça n'a pas été Paris, ça n'a pas été Londres, ça n'a pas été Washington, trois capitales qui ont soutenu le régime de l'apartheid, mais ça a été la Havane. Donc ensuite, quelques années plus tard, 89, chute du mur de Berlin. 2 années plus tard, effondrement de l'Union soviétique. Que font les États-Unis? Nouvelle évolution de la rhétorique. Au lieu de normaliser les relations avec Cuba, ils décident d'accroître les sanctions contre l'île en brandissant cette fois un nouvel argument, celui de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, donc, au final, on a cette révolution cubaine qui se développe, on a des sanctions économiques qui sont prises à l'encontre, qui deviennent totales en 1962, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, président Kennedy, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé avec l'assassinat de ce président américain et l'affaire cubaine? Est-ce qu'il y a des liens? Probablement, peut-être, mais ça sera peut-être l'objet d'une causerie un jour. En tous les cas, les Cubains se rapprochent bien de l'URSS, qui elle-même évolue dans le mauvais sens et va donc disparaître
après la chute du mur de Berlin en 1991. Donc là, c'est ça. Si la rhétorique diplomatique utilisée par Washington depuis 1959, nous aurions dû assister en 1991, face à la disparition de l'Union soviétique, à la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. Que s'est-il passé? Recrudescence des sanctions avec l'adoption de la loi Torricelli en 1992. Rappelons quelle était la situation de Cuba en 1991. 91, disparition de l'Union soviétique. 92, Cuba se retrouve, perd son principal partenaire commercial. 75% du commerce international de Cuba disparaît. Le PIB chute de 30 points. Vous imaginez, on parle... C'est considérable. Considérable. On parle de récession. On parle de récession quand la croissance d'une année sur l'autre est de moins de 1%. Imaginez lorsque le PIB chute de 30 points. Économie paralysée, aucune ressource énergétique. La consommation calorique des Cubains passe de 3200 calories par jour à moins de 1800. Personne ne pariait un centime sur la survie de la révolution cubaine. Que font les États-Unis dans un contexte de crise économique extrêmement sévère, la plus grave dans l'histoire de Cuba? Au lieu de normaliser les relations, ils décident d'accroître les sanctions afin de porter le coup de grâce à la révolution cubaine. Avec l'adoption de la loi Torricelli. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi Torricelli? Elle sanctionne les entreprises étrangères qui développent des relations commerciales avec Cuba. Un exemple bien précis, depuis 1992 et jusqu'à aujourd'hui, toute embarcation étrangère qui entrerait dans un port cubain se verrait interdire durant les 6 mois suivants l'entrée dans un port des États-Unis. Quelle est la conséquence pour Cuba? Cuba se retrouve en 1992 sans partenaire commercial. Elle a un besoin vital de développer son commerce avec le reste du monde. Les États-Unis adoptent une mesure pour empêcher le développement du commerce international de Cuba. Quelle est la conséquence pour Cuba? Vous imaginez bien, lorsque Cuba sollicite un entrepreneur français pour transporter de la marchandise, ce dernier va expliquer à La Havane qu'il n'a pas de différend avec Cuba, mais qu'en revanche, les États-Unis restent son principal marché. Et que sans doute 70% de son commerce dans la région, il le fait avec les États-Unis. Et qu'en transportant de la marchandise à Cuba, il se voit interdire l'entrée sur le marché états-unien durant une période de 6 mois. Donc le prix pour les Cubains, si auparavant, avant l'adoption de la loi Torricelli, qui est, je le répète, encore en vigueur jusqu'à ce jour, le prix pour transporter de la marchandise était de 100, de Bordeaux à La Havane. Aujourd'hui, il va être de 300, 400, 500. Parce qu'il y a cette fameuse loi Torricelli, qui est, selon le droit international public, une aberration juridique. Pour quelle raison? C'est une loi extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle s'applique au-delà des frontières nationales. Il est un principe fondamental du droit international public qui est la non-extraterritorialité des lois. La loi française ne peut pas s'appliquer en Allemagne. La loi italienne ne peut pas s'appliquer en Espagne. La loi autrichienne ne peut pas s'appliquer en Suisse. Or, la loi Torricelli s'applique à tous les pays du monde. Donc c'est une aberration juridique. Quelques années plus tard, 1996, donc la loi Torricelli de 1992 a été adoptée par le président George Bush père, un républicain. On va voir qu'en définitive, il n'y a pas de grande différence entre républicains et démocrates dès lors qu'il s'agit de la politique étrangère vis-à-vis de Cuba. En 1996, se trouve au pouvoir le libéral Clinton, libéral dans le sens états-unien du terme, progressiste pourrait-on dire. Que fait-il? Il adopte une nouvelle loi imposant de nouvelles sanctions économiques, la loi Helms-Burton, qui est une double aberration juridique puisqu'elle est non seulement extraterritoriale, comme la loi Torricelli, mais elle est également rétroactive, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour des faits survenus avant l'adoption de la loi. Il est un autre principe
basique du droit international public, c'est la non-rétroactivité des lois, sauf si ces dernières sont favorables aux partis. C'est ça. Si demain on décide d'augmenter le salaire des fonctionnaires de façon rétroactive, c'est possible. En revanche, on ne peut pas diminuer le salaire des fonctionnaires de façon rétroactive. Que stipule la loi Helms-Burton au moment, à une période cruciale où Cuba cherche à attirer des investisseurs étrangers? Elle stipule que tout investisseur étranger qui investirait sur des propriétés ayant appartenu aux États-Unis dans les années 60 pourrait être poursuivi devant les tribunaux américains. Lorsque vous êtes confronté à une telle possibilité, en tant qu'investisseur, je peux vous garantir que vous ne faites pas de Cuba votre priorité. Vous imaginez bien que lorsque un hôtelier qui aurait un projet d'ouvrir une infrastructure touristique à Saint-Domingue ou à La Havane, suite à l'adoption de la loi Helms-Burton, son choix sera vite fait. Loi fédérale, donc Helms-Burton. Je vous propose de clore cet épisode, cette partie 2 pour attaquer une partie 3. Et nous invitons donc nos spectateurs à nous rejoindre pour la partie 3, où nous allons donc clôturer cette chronologie de l'histoire cubaine contemporaine. Thank you.